Et aujourd'hui, d'y aller avec une nouvelle annonce aussi de réouverture graduelle de nos régions. Mais donc, tout ça, c'est possible grâce à notre discipline. Donc, c'est important que malgré tout ce qu'on annonce en termes de réouverture graduelle de certains secteurs d'activité de notre société, on continue de se conformer aux consignes de santé publique, qu'on continue de maintenir la distance, de se laver les mains et de continuer d'obéir à toutes les consignes parce qu'il en va de cette possibilité justement d'aller de l'avant avec la réouverture. L'ingrédient clé pour la réouverture graduelle, que ce soit les écoles, les services de garde, l'économie ou les régions, comme on va annoncer aujourd'hui, c'est de maintenir la discipline exceptionnelle auquel se sont astreints les Québécois depuis maintenant près de 2 mois. Donc, c'est important de comprendre que tous ces plans-là, toute cette planification est tributaire de la discipline à laquelle on va continuer de se soumettre. Mais les Québécois sont exemplaires depuis le début, donc je leur demande de continuer d'être obéissants et de se conformer aux directives de santé publique. Je l'ai dit, mais le mot-clé, c'est vraiment la discipline. Alors, si on réussit tout ça, si on est prudent, si on est docile et si on est discipliné, on va réussir ce plan de réouverture des régions, comme on va réussir les autres plans de réouverture de d'autres secteurs du Québec. Respecter les consignes de santé publique, de comprendre la situation, de vous conformer à la situation, c'est très apprécié. Merci de votre discipline. Je pense que le confinement qui nous a été imposé est, au niveau mondial d'ailleurs, pas seulement au niveau français, un test incroyable de soumission à l'autorité. Vous savez, ces tests qu'avait fait dans les années 50-60 Stanley Milgram, un sociologue américain, qui poussait des gens à obéir. Et ils obéissaient tous. Ils devaient envoyer une impulsion électrique qui, soi-disant, électrocutait en fait un acteur, et ils allaient jusqu'au bout, parce que celui qui donnait des ordres avait une blouse blanche et avait autorité. Eh bien, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est ça. Dans le confinement, on nous fait obéir à des ordres dont nous n'avons aucun moyen de vérifier le fondement. Il n'y a pas de voix qui puisse s'y opposer, et au nom de la sécurité, nous courbons la tête et nous faisons ce qu'on nous dit de faire sans rien savoir en réalité. Et ça, je pense que ça porte en soi quelque chose de terrible parce que c'est de façon très profonde, très secrète, habituer la population à obéir, à ne jamais contester, à ne jamais réfléchir surtout, et à être, comme on dit dans l'armée, le petit doigt sur la couture du pantalon. C'est ça que m'inspire ce confinement. Le principe de cette expérience est extrêmement simple. Voici une liste de 30 mots, associés chacun à un adjectif. Ciel bleu, animal féroce, vent violent, etc. Monsieur Despolle, vous allez lire à Monsieur Rivoli ces 30 couples de mots. Ensuite, vous lui donnerez seulement l'adjectif, et il devra, de mémoire, vous dire à quel mot cet adjectif se rapportait. À chaque fois que Monsieur Rivoli se trompera, vous lui infligerez une punition. Vous pousserez un de ses curseurs et il recevra une décharge électrique. Comme vous voyez, ces curseurs sont gradués de 15 en 15 volts, qui s'additionnent. Vent féroce. Rire féroce. Non, c'est faux. La réponse était animal. 15 volts. La mémoire de M. Rivoli ne présente ici aucun intérêt. Ce qui nous intéresse, c'est la capacité d'obéissance de M. Despolle, sa soumission à l'autorité. L'autorité pour M. Despolle, c'est le cadre de cette université, le professeur Flavius, moi-même
et nos blouses blanches qui sont les symboles de cette autorité. Arrêtez. Je refuse de continuer. Laissez-moi partir. Je vous en supplie, monsieur. Arrêtez. Il faudrait mieux de vous concentrer et de ne pas répondre n'importe quoi. Qu'on en finit. Il m'a demandé d'arrêter. Qu'est-ce que vous en pensez? Je vous prie de continuer, monsieur Despaul. Paul essaie de diminuer son conflit intérieur en aidant sa victime. Enfin, si ce conflit lui est tellement insupportable, pourquoi ne s'arrête-t-il pas? S'il s'arrête, il reconnaît implicitement qu'il a eu tort d'aller jusque-là. En continuant, il justifie tout ce qu'il a fait jusqu'à présent. Vous m'entendez? Le mot est blanche. J'en ai assez. Je suis trop mal. Je ne vais plus répondre. Qu'est-ce qu'on fait? Considérez son silence comme une erreur et envoyez-lui 180 volts. Il va pas bien du tout, ça risque de mal tourner. Je prends sur moi toute la responsabilité. Si vous prenez la responsabilité. Ces appareils sont entièrement factices. Il n'y a absolument aucun courant électrique entre le pupitre de M. Despaul et la chaise de M. Rivoli. Mais M. Despaul n'en sait rien. M. Rivoli a beaucoup de talent, n'est-ce pas? La cohérence du système hiérarchique disparaît dès qu'il y a désaccord au niveau de l'autorité. Le sujet en profite pour arrêter d'obéir. Vous avez beaucoup de sujets qui sont allés jusqu'à 405 volts. En moyenne, 63% des sujets sont obéissants. Je crois qu'Henri Verneuil, ça vous a beaucoup impressionné. Je crois que c'est en effet une expérience très impressionnante dans la mesure où, je crois, de 60 à 80% des centaines de gens... 63% sont allés jusqu'à 450 volts. J'ai vu longuement le professeur Stanley Milgram qui est venu de New York. Et ce qui est intéressant, c'est donc cette expérience sur la soumission à l'autorité qui va expliquer beaucoup de choses. C'est l'étude du point de rupture, c'est-à-dire... Pour expliquer les choses simplement, voilà un homme à qui on demande d'envoyer des décharges électriques à quelqu'un qui ne lui a rien fait. Il ne va pas donc agir parce qu'il est irrité, il ne va pas agir parce qu'il est en colère, il ne va pas agir par esprit de vengeance, il va agir parce qu'il obéit à l'autorité. L'autorité ici, c'est la blouse blanche, c'est le professeur. C'est le savant. Alors, il arrive un moment où, quand il a envoyé ses voltages et qu'il voit ce pauvre bonhomme de l'autre côté qui souffre et qui ne lui a rien fait, il va arriver un moment où il va y avoir un conflit intérieur entre son obéissance et son individualité, sa conscience. Est-ce que c'est la rupture de ce moment que Milgram a étudié? Et 63% des gens qui ont participé à cette expérience sont allés jusqu'à 450 volts. 450 volts, faut le préciser, une dose pratiquement mortelle. Et ces gens, il y en a eu plusieurs centaines, M. Moscovici, je crois. Il a fait dans plusieurs couches de la population. Ce qui est frappant dans son expérience, c'est que les gens étaient libres de se lever et de partir. Et donc, ils sont quand même restés jusqu'à la fin et ils ont donné ces chocs. Et c'est ça qui est... Alors, ce qui est amusant, c'est que Milgram, non seulement il le dit dans son livre, mais vous avez raison de souligner ça, il a laissé la liberté totale. Il n'y a absolument aucune contrainte. À tout moment, le garçon ou la fille qui participait à cette expérience pouvait se lever et partir. Et là où il prouve qu'il n'y a absolument au départ aucune agressivité chez lui, chez le bonhomme qui pousse ce voltage, c'est qu'à un moment donné, il a quitté l'enceinte, sous prétexte qu'on le demandait au téléphone. Et le bonhomme, avec son voltage à la main, a regardé autour de lui, il n'était pas là, il devait envoyer 165 volts, il a vite poussé 15 volts, pour ne pas faire souffrir l'autre qui est là. Donc, quand il est seul, il n'a pas tellement envie de faire... C'est l'autorité qui était là, et quand plus tard, car on le convoquait après, 3 mois après l'expérience, pour lui dire la vérité, pour lui dire il n'y avait pas d'électricité. Pourquoi avez-vous fait ça?
Et le bonhomme répond, mais parce que vous m'avez donné l'ordre de le faire. Et à ce moment-là, c'est l'explication de tout ce que vous savez, c'est-à-dire les massacres, par exemple, les génocides, les massacres de Maïlé. Le massacre de Maïlé, j'ai 4 répliques ici de celui qu'on a interrogé. Tout à l'heure, si vous voulez, je vous le dirai. C'est absolument extraordinaire, car voilà ce que dit Milgram. Quand un sanguinaire décide un génocide, c'est bien votre propos, si vous vouliez parler du génocide, il veut supprimer un peuple. Par exemple, les Turcs, en 1915, ont décidé purement et simplement de supprimer la race arménienne. Bon, voilà, ils ont dit, il n'y aura plus de race arménienne. Quelques années plus tard, vous le savez, j'ai besoin de le rappeler, M. Hitler a décidé de tuer 6 millions de juifs. Un sanguinaire, un homme seul, ne peut pas tuer 6 millions de personnes. Ça n'est pas possible. Il a besoin d'1 million de fonctionnaires pour le faire. Alors qu'est-ce qu'il fait? Son crime final, il va le diviser en 1 million de petits maillons. Chacun va faire avec beaucoup de conscience, avec beaucoup d'honnêteté, un petit travail, et quand vous l'appellerez devant un procès, je vous rappelle le procès de Nuremberg, il va dire, moi, mais qu'est-ce que j'ai fait? On m'a dit d'arrêter tous les gens dont le nom se terminait par Vici. J'étais policier, je les ai arrêtés. Le mécanicien de la locomotive a conduit la locomotive pour l'amener dans un camp. Le chef de camp, son métier, c'est d'ouvrir les portes quand la police lui amène... Chacun a fait son métier. Mais ce qui est inquiétant, c'est que dans l'expérience de Milgram, l'un des sujets expérimentés a dit « J'avais l'impression d'être Eichmann », celui qui a commandé justement le massacre des Juifs, il a dit « Et j'y ai pris plaisir », ce qui est tout de même terrifiant lorsqu'on y pense. Oui, ça c'est la toute petite que ça a pu être dit. Quelle est la conclusion que vous tirez de cette expérience, M. Moscovici, sur ce comportement complètement inhabituel des gens? Est-ce que c'est là aussi leur inconscient qui ressort? Je pense qu'on ne peut pas dire que leur inconscient dans cette expérience avait quelque chose à faire, parce que les gens ont quand même obéi de manière relativement consciente à ce qu'on leur a demandé de faire. Je voudrais cependant rappeler qu'il y a un certain nombre de conditions qui permettent de faire cela. Par exemple, lorsque dans une expérience Milgram, je ne sais pas s'il a décrit dans ce livre, permet au sujet de toucher. Vous l'avez dans le film. À ce moment-là, vous avez beaucoup moins de gens qui font cela. Plus il est près de sa victime, moins il appuie sur le bouton électrique. Mais je vous fais remarquer qu'en ce qui concerne Hitler, il y avait quand même une préparation, je dirais, psychologique de ceux qui... Pardonnez-moi, cette préparation psychologique, Milgram l'explique très bien. Il dit ceci: tout le problème de celui qui veut se faire obéir, c'est de diminuer à l'intérieur cette espèce de lutte que vous avez, est-ce que j'obéis ou est-ce que j'obéis pas? Tout le problème d'Hitler, c'était de vous diminuer cette espèce de lutte qu'il y avait. Alors, plus vous salissez celui que vous avez à tuer, plus vous diminuez intérieurement. Là, dans l'expérience de Milgram, l'autre ne lui avait rien fait. C'est tout de même une expérience psychologique tout à fait impressionnante. Monsieur Chertok, vous vouliez ajouter quelque chose? C'est une très belle expérience psychologique, et on peut la rapprocher aussi des expériences qu'on fait sous hypnose en donnant des suggestions post-hypnotiques. Mais il y a là quelque chose qu'il est difficile d'extrapoler, car tout se passe dans le laboratoire. Et vous avez oublié de dire que l'expérimentateur assurait continuellement le sujet que le sujet n'aura jamais de lésions irréversibles. Alors je pense que quelque part, le sujet savait. Vous comprenez? Il y a savoir. Vous voyez qu'il y a aussi un jeu. Il y a savoir et savoir. Serge Moscovici, vous voulez parler? On ne peut pas reprocher tout le temps à ces expériences d'être de laboratoire. D'abord, elles sont des miniaturisations, des modélisations de situations réelles. Après tout, c'est d'abord ce qu'il essaie de faire dans l'expérience. Ensuite, même dans la vie réelle, il y a quelqu'un qui réassure le monde, ou le chef, comme dans le cas d'Hitler, ou l'organisation,
c'est pas, je dirais, je crois que beaucoup d'Américains ont reproché à Milgram ces expériences, mais je crois parce qu'elles sont gênantes. Elles sont gênantes. Est-ce qu'il y a des gens parmi ceux qui sont soumis à l'expérience qui sont plus influençables que d'autres? Est-ce qu'il y a un profil des gens qui risquent d'être plus soumis à l'autorité que d'autres? Est-ce que vous pouvez le dresser, ce profil? Eh bien non. Il y a eu des expériences très nombreuses en ce qui concerne la persuasibilité ou la suggestibilité des gens, et on n'a pas trouvé de profil psychologique très particulier. Je pense qu'on doit trouver l'explication peut-être est double, d'une part dans l'histoire personnelle des gens, et d'autre part quand même dans la situation sociale. Parce que je permets d'ajouter que... de répondre à M. Jadot, il a dit tout à l'heure que le sujet qui participait, en réalité, en définitive, comme on le disait, qu'il n'y aurait pas des lésions irréversibles, était sûr qu'il n'allait pas tuer. Je vous rappelle simplement qu'il y avait 30 manettes. Sur les 3 premières manettes, il y avait écrit en très gros caractères, choc léger, puis ensuite choc fort, choc très fort, choc extrêmement fort, et dans les 3 dernières manettes, quand vous arriviez à 450 volts, il y avait 3 têtes de mort. Il y avait 3 têtes de mort, et ils ont poussé quand même cette manette de 450 volts. Je crois que c'est une expérience très impressionnante.